Surprise, surprise, motherfucker! Eh oui, l'OM is back! Back en Europe. L'OM s'est qualifié hier, c'était en huitième de finale face à Bilbao. Match retour. L'OM jouera donc les quarts de finale de la Ligue Europa et affrontera Leipzig. Alors on reviendra forcément sur cette victoire des Olympiens à Bilbao. On évoquera le prochain adversaire de l'OM en Europa League. Et dans le gros débat, on évoquera forcément le choc qui attend l'Olympique de Marseille. Ça sera dimanche face à Lyon. Et puis, on parlera un petit peu aussi, oui, gros programme, des internationaux de l'OM. Et une partie cachée, une partie va se cacher dans cette émission. Alors, c'est une partie un petit peu polémique. Alors, on ne sait pas trop où on va la mettre. Peut-être qu'elle se cachera même après le générique de fin, comme dans ces bons morceaux, bons albums de Nirvana. Un morceau caché à la fin, tout très 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 loin. Et ça sera en fin d'émission. Mais il est temps pour moi d'accueillir mes invités et un nouveau. Salut. Julien. Oui. Merci d'être venu nous voir. Tweet OM Talk Show. Merci de nous avoir invités, c'est super sympa. Merci très à toi content d'être d'être venu. là, en tout cas. Je crois que tu n'habites pas très loin en plus. Donc, à 2 rues, à peu près. Voilà, impeccable. Merci d'être venu. C'est gentil. Juste une petite question, juste pour commencer comme ça. La disparition dans cette grande famille Twitter de la Tweet OM officielle, c'est quoi? C'est deuil national qu'il faut ou... Je ne sais pas quoi te répondre à cette question. En tout cas, c'est un petit peu dur de se faire sa place sur Twitter parce qu'il y a des idées bien arrêtées, mais on essaye de faire ce qu'on peut. Ouais. Et voilà. À côté de toi, je te présente. C'est la deuxième fois que tu viens nous voir, ouais. Manu. Emmanuel Baranguet, toujours correspondant pour l'agence France Presse. L'agence France Presse, c'est bon, tu t'es pas fait virer depuis ta dernière participation à cette émission? Non, c'est bon, ça a fait vendre la marque un peu. C'est vrai? Ah, il y en a qui ont eu des problèmes, hein. Fais gaffe. Hein. D'ailleurs, il faut vendre cette marque aussi, parce que là, le maillot, c'est quand même, donc tu nous as dit… Ashanti Kotoko de Koumassi, le plus grand club du Ghana, 2 fois champion d'Afrique, 70-83. Et c'est la grande équipe du Nord Ghana. Donc le Nord, c'est le Sahel, la savane et les musulmans. Et le Sud, c'est plutôt la forêt et les catholiques. C'est Ashanti Kotoko Koumassi, Herzofok, qui est la grande équipe de Accra au Ghana, c'est OM-PSG. Le monsieur qui a pris la parole alors qu'il n'avait pas le droit. Pardon. C'est Mourad Hartz. Merci Mourad d'être là. Et Mourad m'a dit il faut faire une émission sérieuse parce qu'il y a Manu, c'est l'agence France Presse. Ouais. Donc tiens-toi bien dans cette émission de Benjamin. Vraiment, il faut que tu fasses quelque chose de sérieux. Alors Manu, première question. Comment régler le conflit israélo-palestinien en 2 mots? Non, Joker. Allez, on passe tout de suite alors au débrief. Au débrief de ce beau match qu'on a vu hier soir, messieurs. Non, c'est ça le programme? Et puis le tirage au sort un petit peu. Et puis après le tirage au sort. Allez, on débriefe d'abord Bilbao OM. Alors messieurs, l'Olympique de Marseille s'est imposé hier à Bilbao. On a vu un beau match des Marseillais. Il fallait aller la chercher aussi cette victoire. Ce n'était pas gagné d'avance, même s'il y avait cette victoire au match aller. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Marseille? Alors je trouve que déjà Rudy Garcia a pris le match à bras le corps puisqu'il a mis l'équipe type entre guillemets. Il ne s'est pas dit qu'il fallait faire tourner puisqu'on s'est pris un but à la maison. Il s'est dit il faut assurer le coup. Donc il a plutôt aligné l'équipe type. Il a quand même relancé Mitroglou devant pour essayer tout simplement de le lancer sur une belle série puisqu'il avait déjà joué au dernier match et en championnat et de se dire tout simplement, il a joué sa carte à fond. Moi, j'ai trouvé que l'équipe avait super bien joué, même si on peut se dire qu'on a pris un but un petit peu bête. Mais dans l'ensemble, on a maîtrisé notre sujet et je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable pour le souligner. Voilà. Manu, on a eu un beau visage de Marseille quand même, bien agressif, qui a vraiment fait le match qu'il fallait à l'extérieur. Il joue franchement de mieux en mieux. Les 2 matchs contre Bilbao, le match à la maison contre Braga, il y a des vraies super séquences de jeu collectif. Il y a des belles choses, on voit que l'équipe fonctionne très très bien et surtout avec cet OM de Garcia, quand même, on a été déçus des 2 matchs contre le PSG, mais il y a vraiment un service minimum. À part ces 2 matchs-là, ils ne descendent jamais en dessous d'un certain niveau. Ils savent faire les patrons. Quand ils sont un peu meilleurs, ils savent gagner. Quand ils sont moyens, ils arrivent quand même à s'en sortir. C'est sur cette régularité-là qu'ils ont de bonnes chances de terminer sur le podium, au-delà du match de dimanche. On en parlera après. C'est la première victoire de l'OM à l'extérieur en Coupe d'Europe. Et la première victoire de son histoire en Espagne aussi, parce qu'on n'avait jamais gagné en Espagne.
notamment fait un nul 0-0 à Celta Vigo en 1999. C'est bien avec Mourad parce que j'ai même pas besoin de finir mes questions en fait. Il part comme un de couple. Ah ouais, vas-y, continue, je te laisse. Mais pour revenir sur le match d'hier, Manu a utilisé le mot qui le définit pour moi. Ce match d'hier, c'est le mot patron. Moi, j'ai trouvé que l'OM avait joué en patron. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, mis à part que j'ai une équipe en patron qui n'a pas subi les événements, qui était bien placée, qui a eu la première occasion. Donc je pense que ça a calmé un peu les bases qui se sont dit merde, ils n'ont pas décidé que de défendre et on va pas faire un attaque-défense ce soir. Ils ne sont pas positionnés trop bas et puis ils ont mis les buts au bon moment. Franchement, un match de patron. Et puis Bilbao, c'est pas un grand d'Espagne, surtout pas cette année, mais enfin quand même c'est pas mal quoi. Dominer comme ça à Bilbao, c'est pas rien. Si tu n'avais pas joué en patron, tu aurais peut-être pu te faire bouger. Si tu t'étais dit, tu avais fait une compo à la con comme à Monaco où tu mets 5 défenseurs, etc. et que tu dis bon on garde le 0-0, peut-être que là il t'aurait acculé sur les buts, tu vois, un truc une frappe contrée, un machin, ça fait un 0. Là tu aurais peut-être eu peur, mais là tu n'as pas du tout fait ça. Tu as mis la grosse équipe comme Julien l'a dit et puis après tu as joué en patron. Est-ce que c'est pas aussi ça la différence avec les autres années? C'est-à-dire que dès le début, sauf quelques matchs dans la saison, tu maîtrises plus ou moins tous tes matchs, tu as la possession, tu fais le jeu. Tu n'attends plus comme avant sur certains matchs où tu subissais quelque part l'adversaire. Là, tu sens vraiment que l'équipe veut produire son jeu, a une vraie identité de jeu, même si certains s'en rendent compte maintenant. Garcia a quand même essayé d'imposer son style dès le début. Alors c'était plus compliqué à voir parce que tu as des joueurs qui forcément n'étaient pas encore dans le bain, mais je trouve que depuis le début de saison, on a pas beaucoup subi. Il y a eu des turbulences. Mis à part quelques matchs. Il a changé beaucoup de choses après, et c'est tout à son mérite, après la grosse période noire entre la fin août et le début septembre. Il a changé des choses contre Konyaspor, par exemple, le match qui arrive juste après Rennes. On ne peut pas vraiment dire qu'on maîtrise. Il y a des matchs qu'on n'a pas vraiment maîtrisés. Ça a pris du temps, à mon avis, ça a pris du temps à reconstruire la confiance, etc. Et moi, je trouve que depuis quelques temps, en effet, on joue très très bien. Mais par contre, avant, on avait tendance à s'arrêter de jouer. Après, je ne suis pas sûr que sur ces matchs européens, il y avait quand même une certaine gestion derrière. C'était comme il le disait, il l'a répété, martelé, un mini-championnat entre guillemets. Donc, je ne suis pas sûr qu'il a dit de se donner en tout cas 100% sur chaque match. Et sur certains matchs où on a perdu, c'était moins préjudiciable que sur des matchs comme ça, élimination directe. Alors messieurs, sur ce match, c'est un petit peu la tradition lendemain de match, élire The Man and the Merguez of the match. Je sais déjà qui va choisir en merguez. Alors, non, pas du tout. Est-ce que tu peux me donner ton Man of the match déjà? Alors, Man of the match, pour moi, ça a été quand même Dimitri Payet. J'aurais mis Sakai au début, mais il a baissé de régime au fur et à mesure du match. Mais Payet, pourquoi? Parce que ça a été le liant du début à la fin. Il a donné du début à la fin. Il provoque ce penalty. Il a été toujours très, très, très dangereux offensivement. J'aurais pu mettre Ocampos aussi, mais je laisserai mes compères peut-être le mettre en Man of the match. Et Merguez du match, pour moi, c'est Thauvin, parce qu'il n'a rien fait, mis à part faire des mauvais choix, perdre beaucoup de ballons. Dû peut-être au retour de blessure, des choses comme ça. Je ne me fais pas de soucis sur lui, mais pour moi, c'est le moins bon hier. Voilà. Manu. Ouais, elle sortait du congélateur, la merguez quand même. Il y avait une grosse blessure, voilà. Il avait mal à la cheville. J'aurais du mal à trouver une merguez, moi. Alors, s'il faut en trouver une, je dirais Thauvin aussi, parce que c'est le moins décisif, mais il a tellement d'expérience. Oui. Et j'ai choisi Ocampos pour la forme du moment. Ça fait 4 buts en 3 matchs. On a toujours dit qu'il était super généreux et un petit peu maladroit. Le but d'hier, il est à droit, c'est bien joué. C'est limite du Thauvin. Il a fait une Thauvin, exactement, une Thauvin mais à droite. Ouais. Voilà. Ou une Gignac ou une Nyang. Gignac, il l'a fait celle-là. Et je voulais ajouter, je repense à ce que tu as dit tout à l'heure, le but qu'ils encaissent, il est un petit peu malchanceux aussi quand même. C'est le ballon rebondit sur le visage de Druid. Alors, dans l'idéal, il ne faut pas se déconcentrer à 2-0, mais enfin bon, quand tu mènes 5-1 sur l'ensemble des deux matchs, il reste un quart d'heure, un tout petit bout de déconcentration. Et pour Ocampos, Garcia l'a clairement dit hier après le match. Pour lui, c'est un pion vraiment maintenant qui est essentiel dans son dispositif. Et en plus, Ocampos, on l'a beaucoup dit aussi, mais c'est quand même un vrai symbole de la politique de Garcia. Ouais. Ça, c'est un vrai choix de coach. Ocampos qui reste au club à la place de Cabella. Anguissa, milieu défensif, pas en ce moment, mais milieu défensif à côté de Gustavo. Bounassar, arrière droit. Bon, c'est des décisions de coach. Camara au milieu, on n'a toujours pas vu ce que ça donne, mais ça peut être intéressant aussi. Mourad.
Alors moi, comme j'aime bien faire mon intéressant, hein, Ouais. je vais en choisir un autre Il de va, man of the il va match. te donner Anguissa, un man of the match. Mais non, d'ailleurs, je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Sur YouTube, on m'a dit, mais tu rigoles, il a été tout pourri. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai trouvé qu'il, à part ses premiers ballons, après, il a fait du bien. Mais Oui. justement, je vais choisir Maxime Lopez, qui est un autre joueur que j'aime bien, qui a été beaucoup vilipendé parce qu'il est Marseillais et qu'on sait un petit peu ce qu'il fait en dehors des terrains. Ce que beaucoup d'autres joueurs font, mais il Tiens, revient... raconte-nous ce qu'il fait en dehors du terrain, c'est intéressant ça. Bah, moi personnellement, je sais pas. Après, on me dit, Cela ne oui, nous bon, regarde. il est moins sérieux depuis que son frère est parti, machin. C'est pas grave. Il a l'air de payer aussi le fait d'avoir une amourette avec une meuf de la télé-réalité. Je m'en fous. Moi, je le juge sur le terrain. Il a été moins bon. L'AFP n'a rien constaté. Donc, Non mais c'est Mourad, il traîne trop sur un Melty. c'est ça. Non, mais moi, tout ça, je m'en Les sites fous. de Mais jeunes, tout Maxime ça. Lopez, je suis très heureux de voir un jeune de ce niveau-là sortir du centre de formation de l'OM. Et il me fait vraiment plaisir depuis quelques matchs. Bon, contre Toulouse, ça n'a pas été flamboyant, mais il a fait le taf. Contre Bilbao, à l'aller, il avait été excellent. Et moi, je trouvais qu'en début de match, il m'a vraiment fait plaisir parce qu'il avait vraiment de l'envie. Il est propre techniquement. Et il montre qu'il peut avoir un futur à ce poste-là. Donc, c'est un peu, Nico fait souvent ça, c'est un man of the match d'encouragement. D'accord. Et- Excuse-moi Mourad, tu as donné ta merguez parce que j'ai pas suivi en fait. Non, C'est c'est vrai que ce que tu j'aurais veux du donner, mal à te donner une merguez. C'est vrai que- C'est Ah dur, non, t'as hein. essayé de me feinter parce que tu sais que j'écoute pas ce que tu dis, du coup t'as essayé de me feinter, tu l'as pas donné. Un vieux couple. Non, mais c'est vrai que Thomas est le moins performant, mais j'ai du mal à lui donner le titre de merguez parce que c'était un peu un match d'essai, c'était Ouais. un peu un galop d'essai. Il revenait de blessure. En fait, j'ai l'impression qu'il était sur le terrain pour prouver qu'on prenait ce match au sérieux et puis pour faire ce qu'il pouvait. Donc bon. En plus, Thauvin, on ne le juge pas tellement sur la régularité dans son match, mais plutôt sur quelques éclairs. Et des éclairs, il en a eu plein cette saison. Il a dit lui-même, il dit au match aller contre le PSG, vous trouvez que je fais un bon match, alors qu'en fait je mets un but, mais c'était pas génial. Et au retour, vous trouvez que je fais un mauvais match, alors que moi je trouvais que c'était un peu mieux. Ouais, Bon. et moi j'avais Mais- trouvé qu'il a fait un bon match au match retour et j'avais trouvé que Kurzawa, d'ailleurs on en avait parlé, que Kurzawa avait été aux fraises plusieurs fois, mais bon. Mais on ne dit pas qu'on s'envoie aux fraises parce que c'est un pléonasme. Pardon. Alors messieurs, on va parler tout de suite du prochain adversaire de l'OM en Ligue Europa, Leipzig, Red Bull. Red Bull. Alors exactement, c'est Rasenball. Ah, Il s'appelle pas Red Bull pour qu'il n'y ait pas confusion avec le Red Bull Strasbourg. allez on en parle Le maintenant. Salzbourg. Faut que je lance un Strasbourg, petit jingle parce que tout est formaté dans cette émission. C'est professionnel tout ça. On dirait pas, mais c'est professionnel. Allez, on lance. Alors, Red Bull, un deuxième club de Red Bull, on va affronter, dites-moi. Alors, est-ce que c'est un bon tirage? Alors pour moi, c'était pas forcément le meilleur tirage, tout simplement parce qu'ils viennent de sortir une équipe quand même comme Dortmund, qui sont pas non plus inexistantes dans leur championnat. C'est pas eux qui sortent Dortmund, hein, Leipzig. Leipzig sort le Zénith Saint-Pétersbourg. C'est Salzbourg. C'est Salzbourg. Salzbourg qui a C'est sorti. l'autre Red Excuse, Bull. tu vois, l'autre Red Bull. Eh, la voilà. confusion, C'est- c'est facile de confondre. Ouais. Dans tous les cas, c'est une équipe qui est pas... Voilà, moi je ne me sentais pas de les prendre tout de suite, Ouais. en tout cas. C'était pas le meilleur tirage, il y avait d'autres tirages plus Après, intéressants. c'est pas le pire tirage non plus. hein, C'est quand pas tu le vois pire. les- Tu as évité Arsenal, tu as évité l'Atlético qui pour moi étaient probablement les tirages les plus solides en face. Maintenant, si tu veux avoir la prétention d'aller au bout, il faut sortir ce genre d'équipes qui sont peut-être un petit peu pièges et pourquoi pas passer un tour de plus et aller rencontrer encore plus gros derrière. Voilà, il faut aller au bout et battre ce genre d'équipe. Donc, Manu, c'est un bon tirage. Tu connais, toi, cette équipe un petit peu ou... C'est plutôt un bon tirage. Je l'ai vu gagner à Louis II contre Monaco cette année en Ligue des Champions. C'est pas mal du tout, hein, mais je vais pontifier. Hein, en quart de finale d'Europa League, il n'y aura pas des équipes de chèvres totales. J'insiste sur le fait que c'est le Rasenball Leipzig et pas le Red Bull. C'est un joli Et- nom de passe-passe d'ailleurs. Et l'OM a déjà éliminé Leipzig en Coupe d'Europe. C'était au premier tour de la Coupe des Coupes en 88. C'était le Lokomotiv Leipzig qui venait de jouer la finale l'année d'avant contre l'Ajax, qui avait battu Bordeaux en demi-finale des Coupes. Ouais. Et Blažević, si je me rappelle bien, avait marqué un but. Voilà. À l'époque Voilà. où les Coupes d'Europe, c'était pas des oligopoles où Ouais, t'avais, c'était rigolo. 3 équipes La Coupe qui des pouvaient Coupes, gagner. c'était rigolo. Même tout, enfin tu vois, tu avais quand même des. Contre le Milan l'année d'après en finale, ou 2 ans après, je pense que tu as le Steaua Bucarest en finale.
Et tu vois, ça, nous, on joue contre l'Étoile Rouge de Belgrade aussi. Tu avais des équipes. Les talents n'étaient pas concentrés comme ils le sont à l'heure actuelle dans 3-4 équipes. Et puis après, dans l'étage en dessous. Où Séville a l'air d'une surprise en quart de finale de Ligue des Champions, alors que c'est un club qui a gagné 5 Coupes d'Europe en 10 ans. Bon, je suis un peu nostalgique Moi aussi. de cette époque où le football. On peut faire couple à 3. Alors messieurs, je me suis endormi un petit peu là aussi. Mourad. Une fatigue, je vais demander le divorce. J'ai de la place. Mourad, on évite Arsenal, Atlético, on va pas se plaindre non plus. C'est pas une grosse affiche. Moi, plus que même Arsenal, c'était vraiment l'Atlético, il fallait l'éviter parce que le Lokomotiv de Moscou, je sais pas si vous avez vu, ils avaient éliminé Nice tranquillement. Ils sont leaders du championnat de Russie, c'était pas une petite équipe. Et l'Atlético, ils leur ont mis 3-0, 4-1 ou 5-1. C'est impressionnant. Ouais, Donc l'Atlético est vraiment impressionnant. C'est vraiment une équipe de type Ligue des Champions limite pour aller au bout. Donc eux ils me font très peur. Arsenal aussi un petit peu. Bon bref, Leipzig c'est un peu le deuxième chapeau. C'est pas une équipe facile. Mais je veux dire, de toute manière, dans le premier chapeau, il y a l'Atlético, c'est tout. Après, dans le reste, pour moi, donc c'est pas une équipe facile. Mais on a évité l'Atlético et puis voilà, il faut bien jouer contre des bonnes équipes aussi. Exactement. Par contre, toujours pas d'affiche, c'est ça qui est peut-être un peu dommage. On fait une Coupe d'Europe où finalement on a toujours des équipes un petit peu second, troisième chapeau, comme tu dis. Presque les demi-finales. Un quart de finale, oui, c'est presque une affiche voilà, en soi seule. Oui, voilà. En soi, c'est une affiche. Et puis là-bas, le stade il va être plein parce qu'on en parlait un peu tout à l'heure. Leipzig, c'est une équipe qui est assez mal aimée en Allemagne parce qu'il y a le côté Red Bull, etc. Mais comme c'est en Europe de l'Est où le foot est dévasté, qu'il n'y a plus de clubs et qu'à Leipzig, pendant longtemps, le Lokomotiv il a été démantelé, il était un peu dans les bas-fonds. Donc ils sont contents de revoir une équipe de foot. Ils vont venir en masse pour un quart de finale. Donc déjà là-bas, il va y avoir une belle ambiance. Ils ont un beau stade. Et bon, on en pense comme on veut. Moi, je ne suis pas fan de ces clubs marques. Mais en tout cas, c'est sûr qu'au moins le match là-bas, il va y avoir une belle ambiance. Et je sais pas pourquoi je fais confiance au public du Vélodrome. Je pense qu'on va quand même. Moi, je pense qu'il a raison parce que, comme l'a dit Manu, un quart, c'est quand même une affiche en soi. Mais c'est surtout que tu es le seul club français à poursuivre en Europe. Les Marseillais en sont très fiers, on en est très fiers. Et le truc, c'est tu arrives et tu te dis, c'est le retour à la maison. Ça se trouve, tu vas jouer un match décisif dans le sens où tu peux arrêter, accrocher là-bas. Et tu te dis, il faut le soutien du public. Donc je pense qu'il y aura du monde, j'espère qu'il y aura du monde en tout cas. C'est l'occasion de venir un petit peu donner de la voix, montrer ce qu'on sait faire et se préparer, pourquoi pas, pour la finale dans le parc OL. Voilà, tout simplement. Manu, justement, tu vois l'OM capable d'aller au bout dans cette compétition ou le droit d'y croire. Ça reste quand même très il faudrait que tout se passe bien, mais il faut déjà le tirage y croire se passe maintenant. Plutôt pas mal depuis le début. Il faut vraiment y croire, c'est obligé. Il reste 7 matchs. Ouais, pourquoi pas. 5, je compte mal. 5 matchs, non, franchement, c'est faisable. Je suis tout à fait d'accord. L'Atlético est vraiment très au-dessus. Moi, Arsenal me fait plus rire que peur. Ils ont une capacité à rater des moments d'un match et tout ça. Tu vas pas te faire des amis sur Twitter, il y a des gens qui aiment bien Arsenal. C'est faisable, oui, je sais. Canouti est très fan d'Arsenal. Notamment. Du coup, messieurs, il est temps de lancer la partie cachée de cette émission. On va la tourner maintenant et on la mettra après les génériques. Alors l'Olympique de Marseille va accueillir Lyon, Manu, ce week-end et c'est peut-être le match de la saison pour l'OM, non? Non, le match de la saison, ce sera la finale de l'Europa League. Bien répondu. C'est super excitant. Alors, on sait bien que le foot est plein de surprises. Là, mon Dieu, on y arrive, tout va bien. Ils sont lancés, ils jouent bien, ils sont meilleurs, ils ont 5 points d'avance. Lyon joue mal, Lyon est en crise de confiance, les mecs s'engueulent avec tout va bien, tout va bien. Attention. Tout va trop bien. Ouais, moi je tiens à le dire, forcé à regarder le match d'hier de Lyon. Et je peux vous dire que honnêtement, pour moi, à l'heure actuelle, c'est catastrophique. Alors qu'en début de saison, on pouvait se dire qu'ils avaient fait un recrutement plutôt intéressant. À l'heure actuelle, moi, j'ai réellement que 2 joueurs qui me font peur dans leur effectif, c'est-à-dire Traoré et Mariano devant. Tout le reste, je ne nous vois pas inférieur. Il suffit de se demander tout simplement quel joueur de Lyon actuellement vous voyez dans notre effectif
pour se rendre compte qu'au final, il n'y a pas grand monde qui pourrait prendre la place de nos joueurs actuels dans leur forme actuelle, tout simplement. C'est vrai que cette saison, cette question, on se l'a posée en début de saison et là Non, encore, après, attention, aujourd'hui, on n'a pas le même Lyon regard a là-dessus. Lyon a beaucoup de talent. Mais ils n'ont pas d'entraîneur. Donc oui. c'est ça. Je pense que c'est surtout. Donc j'ai fait une vidéo cette semaine sur OM 2016, OM 2018. Je pense qu'en 2016, on avait une équipe qui n'était pas si mal, mais on n'avait pas d'entraîneur, donc il n'a pas su tirer la moelle, le potentiel. Cette année, on a un potentiel pour moi qui est à peu près similaire à l'effectif de 2016, mais notre entraîneur a su tirer la moelle, le potentiel. À Lyon, c'est un peu ça. Leur entraîneur, il s'est beaucoup reposé sur une individualité exceptionnelle, Nabil Fekir, qui est blessé. Et maintenant, ces individualités, le reste des individualités, elles jouent un peu leur partition seules dans leur coin, etc. Mais il y a du talent. Ndombele, c'est très fort. Moi, par exemple, je ne le mets pas à la place de Gustavo ni de Zambo parce que sinon, Manu, il va pas m'aimer. Mais dans l'effectif de l'OM, il ferait pas tâche, par exemple, Ndombele. Pas forcément d'accord avec ça. Ferland Mendy, c'est pas mal aussi. Donc Mariano Diaz, c'est un buteur qui s'améliore. Et Bertrand Traoré, par contre, moi j'ai vu contre Caen, parce que je me suis fait chier même à regarder les 3 derniers matchs de championnat. Ah oui, là tu t'es fait chier pour de vrai. Il est mauvais. Oui. Il est mauvais, mais il marque un but. Donc voilà. Alors, pour toi, c'est le match de la saison, si on revient à ma question? Ah, tu as posé une question? Oui, c'est ça le problème. Je Détruis mes émissions à chaque fois. Alors en Ligue 1, c'est le match de la saison. Oui, voilà. En Ligue, c'est l'occasion, c'est la vraie balle de match. C'est le match qui peut définir ta fin de saison en tout cas. En plus de ça, effectivement, développe. Parce que si tu le gagnes, Lyon ils reviennent pas, tu peux te concentrer à 100% sur l'Europa League. C'est ça que je voulais t'entendre dire. Les gars, je t'en prie. Moi j'étais d'accord avec ce que tu disais sur le talent, etc. Je trouve que tu accables un petit peu exagérément Genesio quand même sur les 2 actions où Lyon doit mener hier. C'est pas la faute c'est de parce Genesio. que je suis un consultant terroriste. terroriste. C'est les 2 types qui jouent tout seuls. Mais la grosse différence c'est que Lyon ils font ça et Marseille c'est ça, mais à un niveau assez haut. Marseille a ce que je disais tout à l'heure, un service minimum qui est plutôt rassurant. Lyon, c'est très irrégulier. Mais si Lyon est dans un très bon jour, attention, ça sera difficile. Aujourd'hui, à l'instant T, l'OM est largement supérieur à Lyon? Largement non, mais supérieur. Moi, je pense que oui quand même. Ça dépend de la préparation mentale, de la manière dont les 2 équipes arrivent mentalement sur le terrain. Les autres, ils arrivent. Les autres, c'est leur finale. Hein. Les autres, c'est leur dernier match. Mais c'est leur finale, mais eux, c'est leur match de la saison. Et eux, c'est le dernier. C'est le dernier. Mais ils vont avoir la tête à l'envers. Peut-être l'esprit de revanche aussi. La résilience. Et oui, et juste pour répondre à ta question, pour moi c'est en tout cas le match de l'année d'un point de vue d'un grand nombre de supporters parce que tu vas probablement avoir plus de personnes au stade que contre Paris. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens assimilent un petit peu plus cet Olympico, entre guillemets, parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique, mais cet Olympico au nouveau classique en gros, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on se dit, il y a tellement une marge avec Paris qu'aujourd'hui, 2 équipes de potentiel similaires mais qui se haïssent, ça refait tout de suite un match choc entre guillemets. Ça c'est la première chose. Et deuxièmement sur l'effectif, excusez-moi mais Ndombele, je ne sais pas de faire un jour de dire le contraire, mais sur ce que j'ai vu hier et en tout cas sur ce que je vois sur sa saison, alors c'est un match oui, un match non. Et sur Genesio, c'est un potentiel. Voilà, c'est limite, c'est trop irrégulier pour être un grand joueur, selon moi, de Lyon. Mais c'est parce qu'ils ont recruté comme ça. Eux, ils ont acheté Ndombele, le Luis Gustavo de demain, Diakali, le Rami de demain. Ils ont acheté les joueurs de demain. Garcia, il a acheté les joueurs d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'était plus logique, c'était cohérent dans le projet à la base. C'est quand on arrivait tous ces joueurs français où on s'est dit ouais c'est pas reluisant tout ce que vous voulez. C'était des joueurs confirmés, c'était des joueurs qui sont capables d'aller chercher des résultats immédiats pour faire avancer le projet. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. Bon, après, c'était pour revenir rapidement. Alors Manu, toi tu penses que l'OL peut quand même se remettre la tête à l'endroit sur ce match-là? Parce qu'on a vu hier quand même, il y a cette défaite qui est une défaite mais quand même terrible pour Lyon. Oui, terrible. Pour Lyon. Et un entraîneur qui est quasiment lâché par tous ses joueurs. Et l'inverse est vrai, parce qu'on a vu aussi lâcher ses joueurs, pointer du doigt ses attaquants hier soir après la rencontre. L'histoire du foot, elle est pleine de rebonds comme ça. C'est toujours possible, bien entendu, sur un match. Et en plus, le foot a ça de particulier. Regarde, hier, quand le CSKA Moscou ouvre le score, si tout se passait plutôt logiquement, ils étaient déjà menés 2-0 normalement. T'as raté tes occasions, t'es à la merci. Et si Lopez il arrête tout. Le principal adversaire, je pense, dimanche, c'est l'OM lui-même, c'est-à-dire sa prestation des joueurs, l'envie qu'ils vont apporter. Alors si c'est ça, moi c'est ça qui me rassure le plus. Parce que quand même,
toujours été à peu près correct. Il leur est arrivé de rater des mi-temps, mais rarement de mi-temps. Alors messieurs, Et je voudrais rajouter un petit truc justement par rapport à ce que tu as dit. Marseille-Lyon en T'as pas entendu le 2009. bruit qui venait par là-bas là il m'a Je l'ignore, ça doit être un radiateur, un truc. Et il y a un Marseille-Lyon en 2009, on est à la lutte pour le titre. Lyon, ils sont décrochés, ils jouent plus grand-chose. Ils viennent, ils nous battent 3-1. La saison d'après, Claude Puel dit on a choisi notre successeur parce qu'à cause de ce match, on perd le titre, c'est Bordeaux qui le gagne. Et à ce moment-là, on était pas dans une dynamique pratiquement similaire où Lyon n'avait plus grand-chose à jouer, etc. Et ils sont venus, ils ont décidé de qui allait gagner. Et on a des occasions. Et Brandao qui fait une très bonne demi-saison en rate une ou deux. Et on finit par perdre le match sur un Brandao tampon. qui rate une occasion. Ça lui arrivait très rarement. Il était bien Brandao parce qu'il Alors, venait du Shakhtar messieurs. Donetsk. Manu, demain, conférence de presse, tu y seras ou pas? Bien sûr. Voilà, donc on se verra là-bas. Ouais. Ça le déprime d'un seul coup. Je vais te demander de poser une question à Rudy Garcia que je ne veux absolument plus lui poser. Celle que tu poses tout le temps, toi. C'est la fameuse alors, vous perdez tout le temps contre les gros. Écoute, moi, j'ai vu Garcia gagner des gros matchs. En fait, Garcia, il a cette réputation. Alors attends, on va rembobiner d'abord. Perdre les gros matchs quand t'as pas l'équipe la plus forte, ça arrive, statistiquement, première chose. Prendre des Deuxièmement, il paye 2 défaites très 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 spectaculaires où effectivement il a été très présomptueux. Un 6-1 au Bayern avec Lille où il décide de faire un pressing haut, résultat il est mené 5-0 à la mi-temps. Et un autre match contre le Bayern avec la Roma où j'y étais moi. Il décide un petit peu la même chose, il décide de les attaquer et il laisse 2 mètres de marge à Robben. 3-0 au bout de 20 minutes avec 2 buts de Robben et une passe décisive. Donc il a effectivement de temps en temps fait un coaching un petit peu de joueur de poker en disant « Ah, tu vas voir, je vais tenter un coup, machin ». Et c'était un désastre très très spectaculaire. Il a aussi gagné des gros matchs, sinon il n'aurait pas été champion de France avec Lille. Je l'ai vu, moi, battre la Juventus invincible avec la Roma. Certes, un match de la 37e journée où la Juve était déjà championne. Mais je peux vous jurer que la Juve, elle ne l'a pas donné ce match. Ouais. Bon, Donc il y arrive. Après, c'est par rapport à l'OM cette saison et depuis son arrivée. Je lui avais dit que il on aime t'avait pas. déjà posé la question Oui, la il aime dernière pas- fois, il mais aime pas du tout, il s'en il aime fout. pas du tout entendre cette question. Et bon, après, il a un bilan qui est très bon cette saison. On va pas remettre en cause son travail, mais même pour lui, ça serait quand même bien de l'avoir cette. Est-ce cette qu'il faut victoire. les battre Lyon en fait? Moi, je pense que voilà, on n'est pas obligé de les battre. Bien sûr, on peut faire match nul, mais pour aussi Pour les l'élan, quand même, supporters, c'est bien. la passion, tout ça, tu vois. C'est là où il y a quelque chose. Moi, je pense il que faut pas aussi avoir la des, seule chose qui des manque, bonnes grosses victoires. voilà, pour c'est les la seule supporters. chose qui manque à ce projet, c'est un peu, c'est qu'il y a une étincelle qui enflamme un élan populaire. C'est la chose qui un manque. carton référence. Ouais. Voilà, Oui, un carton Une référence. transfert, ou une grosse remontada ou un Oui, truc. une perf La contre- remontada, tu l'as contre contre un Nice, quand gros. même. C'est là que ça Parce te qu'il n'y a lance rien un à dire petit contre peu. les petites équipes, tu- tu fais le job tout le temps. Tu vois, tout parce le temps, qu'il y a tu plusieurs gagnes moments contre dans, les- dans la saison où tu te dis, où tu vois, tu as une petite effervescence. Et puis boum, 3-0 contre Paris. Bon ben ok, on s'en va. Même le match aller, c'est cruel parce que si Ouais. tu bats Paris, c'est méchant, on va pas dire des gros mots. Ils égalisent dans les arrêts de jeu, donc ça te calme encore un petit peu. Enfin, à chaque fois, tu as ce truc où tu te dis ah on va s'enflammer et puis ça te calme. Là, tu es sur une excellente dynamique, ton équipe elle est très bonne. Ouais, c'est vrai. Tu bats Lyon, je pense que tu as 15 jours de trêve Il internationale. manque une super histoire. Voilà, c'est ça. Exact. Il manque une histoire un petit Le peu. match de légende. C'est ça. Comme en Coupe d'Europe. C'est super quart de finale, mais ils n'ont pas sorti une équipe monstrueuse, ils n'ont pas renversé un truc. Il manque le match de légende. Donc vraiment, Et si à Nice, c'était pas mal, mais c'était début de saison. C'est Et vrai. Nice, ça fait Exactement. pas. Ouais, mais est-ce que ça fera t'a pas autant lancé Non, de derrière bien sûr que non. Est-ce que ça fera t'a les- pas lancé derrière? Si, si. Si, ça, Il y a des joueurs qui le disent. Hein. ça t'a lancé Ah oui. l'équipe, Oui, mais oui. tu vois, cet élan populaire. C'est le À tournoi mon des joueurs, avis, clairement. hein. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est clairement le match où on se dira ah vous vous souvenez la saison 2017, enfin 2017-2018, il y a ce match-là où on les a éclatés. Enfin voilà, c'est comme vous avez très bien dit, Ouais, il ce faut- match où on en reparlera dans quelques temps quoi. Et puis, il y a trêve internationale. Je me souviens que Rudy Garcia avait dit on a bien retenu le fait qu'il ne fallait pas perdre avant la trêve internationale, puisqu'ils avaient perdu contre Rennes et après, il y a eu 2 semaines de shitstorm. Donc là, je pense que tu gagnes. Pendant 2 semaines, tout le monde va te couvrir de louanges et ça te lance ta fin de saison. Et à mon avis, le stade, il est Et plein jusqu'au pourtant, bout. un match nul, effectivement, ça peut suffire. Tu les Oui, laisses à 5 mais points. ça serait pas le match de et voilà. de Ah oui, légende non, qu'on voilà. cherche. Je le Bien vivrais sûr, comme bien sûr. une défaite personnellement parce Ouais. que
tu vois ce qu'a fait Lyon, tu vois ce que tu fais toi, te dire actuellement tu es dans une phase où tu es largement favori. Faire un match nul ou perdre, ça serait vraiment une contre-performance à mon sens. Maintenant, si tu gagnes, moi je vous le dis, je vois un match à sens unique 3-1 dimanche. Enfin, au moins 3 buts quoi. Parce qu'en face, pour moi, il n'y a rien. Je suis trop stressé, j'arrive jamais à avoir cette confiance-là. Alors, ouais, c'est la première fois de cette saison, peut-être pas la première fois, mais c'est une des premières fois de cette saison, je me dis, on y va confiant, et en plus, à la maison, dans un stade plein. Quoi de mieux pour faire… à la finale de la Coupe du Monde en 98 à 2-0 à la 86e, j'étais tout stressé, mes copains me disaient c'est bon, c'est gagné. Non, on sait jamais. Si tu veux, je peux t'offrir un mug de Lyon qui est en promo actuellement pour boire une tisane, il n'y a pas de souci. Je bois pas de tisane et c'est beaucoup trop grand pour un café. Mourad, c'est bon, on a tout dit? On a fait le job ou pas? Je pense. Comme l'OM hier, allez, on passe à la dernière partie de cette émission, on va parler des internationaux. Ceux qui y sont dans leur sélection et ceux qui n'y sont pas. Allez. Les internationaux de l'OM, eh oui, les internationaux de l'OM. On va parler de Thauvin dans un premier temps. Thauvin qui a été appelé en équipe de France. Alors c'est une bonne chose quand même, parce que s'il est appelé maintenant, il y a de fortes chances, à moins de… Alors pour le joueur, je trouve… qu'il le soit pour le mondial. Quoi. Mais pour Thauvin, je trouve que c'est quand même une bonne chose. Ça le conforte dans le fait qu'il fait quand même une bonne saison. Ça lui laisse présager qu'il pourrait rentrer et être utile à cette équipe. Maintenant, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est un peu cette gestion de Deschamps qui l'amène, mais qui ne le fait pas jouer. Fais-le jouer plus que 2-3 minutes, quoi. Essaye de le faire jouer un quart d'heure. Tu peux être sûr qu'il va en jouer un des deux. Ah ben, tant mieux alors, parce que… L'AFP peut te le dire, il va en jouer un des deux. Tant mieux, parce que jusqu'à présent, ça a surtout été un petit peu décourageant pour le joueur. Imagine, tu montes à chaque fois et tu joues jamais, quoi. Non, mais c'est comme non, il ne faut pas le prendre comme ça. Après, il y a une… Exactement, il faut le verre à moitié plein, il faut le prendre comme une promotion sociale. C'est mieux d'aller avec le groupe et de jouer 5 minutes que de rester à Marseille. Oui, et puis il est pris régulièrement maintenant. Et voilà, moi c'est ça. Sur tous les derniers rassemblements, il a été là à chaque fois. Donc, s'il y va, c'est pour compléter la liste de toute façon. Il ne se fait pas d'illusions. C'est déjà super d'être sélectionnable dans une des équipes qui figurent au rang des gros outsiders. Le Valbuena de quel mondial déjà? C'était 2014. 2010 aussi. Il y va à la dernière minute, il pleure et tout. Ah non, mais c'est 2010 où il joue pas un match. Oui. Et il joue pas un match, il joue pas le dernier match mais la France non plus joue pas un match. Et contre l'Afrique du Sud. C'était en 2010. Non, c'est celui de 2010. Celui de 2010 où il joue pas un match. Thauvin, ça peut être ça. Non, 2012, à l'Euro, je me souviens aussi qu'il joue pas un match et il est très mécontent. Il me semble qu'en 2010, il joue finalement, non? Peut-être que l'équipe de France, c'est pas ma cam. Je me souviens d'avoir parlé du Mondial 2014 avec Rémi Cabella et il avait la banane. Il n'a pas joué un match, il faisait le sparring partner à l'entraînement. Il était fou de joie d'être là. À un moment, alors, et je pense que Thauvin est meilleur que Cabella et a plus de chances de jouer vraiment. Mais si tu n'es pas un des gros leaders du groupe, tu es content d'y aller. Tout le monde se souvient du rôle de Charbonnier comme goal numéro 3 en 98. Ça compte aussi. De Gaël Givet en 2006. Et puis, pour sa cote, ça compte aussi ça. Non mais voilà, je pense il ne faut pas le vendre. Il faut pas le vendre, je pense. Non mais c'est une question de statut aussi. Je pense que pour lui, c'est important dans sa tête de se dire, voilà, je suis un membre du groupe France. Ouais. C'est important, ça veut dire quelque chose parce que c'est une sélection de très haut niveau à l'heure actuelle. Tu as Griezmann, Dembélé, un petit qui joue à Paris. Qui est-ce qui pourrait lui prendre sa place là, au dernier moment? Il y a Coman. Au dernier moment, c'est pas lui prendre sa place au dernier moment. Je pense qu'ils sont tous un petit peu devant lui. C'est lui qui a une place à prendre. Dans la liste finale? Oui. Donc il peut être éjecté. Oui. Il peut être réserviste et point barre. Ça se jouerait avec qui? Coman. Fekir. Honnêtement, Fekir, il est blessé, il faut le voir revenir avant, tu vois. C'est ça. Il faut... Fekir est génial, mais pour moi, il est plus irrégulier que Flotov. Et puis en plus, c'est un joueur qui a un profil bien particulier, Thauvin. Tu sais, ailier droit. Deschamps, il aime bien avoir des ailiers qui font des centres pour Giroud, qui met des têtes. Donc c'est bien. Je pense que c'est bien, même si le centre, c'est pas vraiment son truc à Thauvin. Mais dans tous les cas, qu'il ait ce profil-là, qu'il ait ces stats, cette régularité, Deschamps, c'est des choses qui comptent ça quand même pour lui. Et il sait défendre et je crois que ça compte aussi pour lui. C'est vrai, j'ai presque oublié ça. C'est vrai que ça, c'est très important. Il sait défendre, mais il sait défendre. Attendez, depuis quand? Depuis 2 entraîneurs. Ça, je déconne. Allez, donc s'il y en a un, non, on va pas lancer des sujets comme ça maintenant en fin d'émission. Alors, il y en a un qui n'a pas été appelé par contre. C'est Dimitri Payet. Ben oui. Alors là, est-ce que ça commence à se sentir mauvais pour Dim? Je pense qu'il n'y va pas. Je pense que Payet et Rami sont dans la même situation.
Deschamps, il les connaît. Il sait ce qu'ils valent. Il sait ce qu'ils valent dans le groupe. Il connaît leur niveau. Ils sont trentenaires. En cas de pépin, de blessure, une fois la liste des 23 terminée et avant le début de la compétition, il sait que ces deux-là, il peut les appeler. À mon avis, ça sent le roussi pour les deux. Et je ne pense pas qu'ils iront en Russie. Mais il peut y avoir des pépins, comme il y en a à chaque fois. Ouais. Ils sont prêts à venir. Comme il y en avait eu avant l'Euro 2016. Il y a trop de monde à gauche devant. Il y a un Payet qui revient pourtant bien là. Alors, Payet revient bien. Maintenant, alors ça va être peut-être très chauvin ce que je vais dire, mais un Payet qui commence, qui est plus très jeune, mais qui fait des grosses prestations, moi j'ai envie de le garder le plus longtemps possible. Voilà, du côté de l'OM, ne pas le faire ce dernier rassemblement, quitte à ce qu'après Deschamps change d'avis. Et comme a dit Manu, une blessure peut arriver, et du coup il peut se faire appeler, donc du coup ça va peut-être le motiver à garder un certain niveau, à continuer à enchaîner les bonnes prestations, à porter l'OM, dans l'espoir d'arriver à être sélectionné. Donc voilà. Il a dit ça hier soir, hein, c'est pas la dernière liste. Tu es chauvin, il me casse mes blagues. Tu es chauvin, mais à quel point est-ce que tu mettrais Valère Germain à la pointe de l'attaque de l'équipe de France? Si tu avais fini en 1, ça aurait rimé. Non, je ne mettrais pas Kostas Mitroglou non plus. Je ne mettrais pas Kostas Mitroglou, l'élégant joueur de l'Olympique de Marseille qui a fait en off, je disais pas du tout, c'était complètement le contraire, mais voilà. Bon. Non. Dommage qu'on a... S'il te plaît, pas de méchanceté dans cette émission. On n'a pas parlé de Kostas, c'est dommage. On ne fait plus ça, on a arrêté. Une prochaine fois peut-être. C'est bon, tu as parlé de Payet? Non, je ne vais pas parler de Payet. Non, mais j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, mais c'est vrai que ça donne un peu l'impression qu'il est sorti progressivement du groupe, et ça sent pas très bon pour lui. Et encore une fois, moi, je voudrais répéter que l'équipe de France, au moins sur le papier, c'est un potentiel incroyable avec des joueurs qui jouent au Bayern de Munich, au Barça, au Real. Donc c'est difficile de se faire sa place. Et Julien avait dit en off aussi que Didier Deschamps apportait beaucoup d'importance à la Ligue des Champions. Je pense aussi, l'OM ne la dispute pas. Bref, donc ça sent un peu mauvais quand même. Alors, il y en a un autre qui n'est pas dans sa sélection. C'est Jordan Amavi. Ah oui, bah alors ça, je l'avais pas mis dans ma liste, tu vois. Tu veux qu'on en parle? Oui. Parce que Lucas Digne. C'est vrai. Mais non, mais Lucas Digne est dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Oui, mais où lui ne joue pas beaucoup. Mais je pensais qu'Amavi avait sa chance parce qu'à gauche, le seul qui s'est détaché, c'est Ben Mendy, mais on ne sait pas quand il va revenir. Moi, je trouve Kurzawa pas bon. Donc Digne, les 2 derniers matchs d'équipe de France, il a été bon, il faut lui reconnaître ça. Et Amavi, en fait, n'est pas revenu au même niveau encore de sa blessure. Et comme il n'a pas de sélection, qu'il n'est pas du tout installé et tout ça, bon, je pense que... Puis mine de rien, il est un petit peu en concurrence, là, notre ami Amavi, là, sur son côté. Mais c'est bien, ils sont 3 portes de place maintenant. Oui. Ok, est-ce qu'il ne va pas payer ça aussi au dernier moment? Non, Marseille a joué tellement de matchs cette saison que vous savez que j'ai les yeux de Chimène pour Anguissa. Je regardais un peu les stats l'autre jour. Il est quand même le milieu de terrain qui a le plus joué. Alors avant vague de remplacement, ils ont tellement de matchs avec les préliminaires européens, les trucs, les coupes, etc. Tout le monde a du temps de jeu, donc c'est vraiment pas rédhibitoire. C'est-à-dire, il va pas passer 3 semaines sans jouer, quoi. Et les préliminaires, on sait que c'est toujours le meilleur, quoi. Exactement. Sur cette très bonne blague, sur Amavi, il y a un truc qui commence un peu à m'inquiéter parce que pendant très longtemps, déjà j'étais agréablement surpris par tout le monde. Moi, je l'attendais un petit peu, je voulais voir ce qu'il donnait. Et puis c'est vrai que quand il arrive, tu vois sa vitesse, sa manière de rattraper des coups, ses fulgurances. Par contre, je me dis qu'il n'a pas fait beaucoup de passes décisives, qu'il n'a pas que dans les derniers mètres, il a souvent pas le bon geste. Et alors il y a aussi le fait que sur le côté gauche, il joue tout seul la plupart du temps, donc c'est difficile. Bon sur le deuxième but hier. Sur le deuxième but, attends, qu'est-ce qu'il... bon, c'est pas... Il y a quand même... Moi, je trouve qu'il lui manque quelque chose quand il y a peut-être ce dernier geste qui manque. Tu parlais de Benjamin Mendy l'an dernier. Je crois que je regardais le Monaco, je me suis dit, putain, les centres au cordeau qui te faisaient, les centres à ras de terre parfaits. Là, c'était impressionnant. Et ça, ce qui manque à ma vie, je pense, c'est le dernier geste. Et après, ce sera un arrière-gauche énorme. Pour finir, on va juste dire un mot sur Gustavo, qui n'a pas été pris non plus avec le Brésil. Tu es l'équipe de France. Tu es surpris, toi, de ne pas le voir avec la saison qu'il fait? Un petit peu, mais je pense que c'est un syndrome des champs pour Tite. On est loin du Brésil. Le Marseille ne joue pas la Ligue des Champions. Bon, je sais pas. Peut-être il a le même genre de statut. Je te dis que je te donne la liste des joueurs. Il y a quand même des gros à la place. Alors, Paulinho, Casemiro, c'est ça? Casemiro, Fernandinho, Fred et Renato Gusto. Renato Gusto qui joue en Chine, lui, par contre.
trentaine d'années. Le truc, après, je me trompe peut-être en disant ça, mais j'ai l'impression que la sélection du Brésil, tu as aussi, tu sais, cette domination des cadres un petit peu. On le voit du fait que Gustavo va à Paris, etc., va parler au capitaine Thiago Silva et compagnie. Et j'ai l'impression que si tu as moins d'infinité d'un côté et de l'autre, tu as moins de chances d'être pris. Et tu as raison aussi quand tu dis que l'OM ne joue pas de grosses compétitions. Je pense qu'il y a eu 2 facteurs comme ça qui ont joué parce que sur sa saison, c'est juste un des joueurs les meilleurs du championnat. Quoi. Donc, après, il y a autre chose. Il a 30 ans, donc il a déjà une histoire avec la Seleção. Donc ils sont repartis sur autre chose après la Coupe du Monde 2014. Donc tout ça, déjà, ça entre en compte. Et puis après, sur les joueurs que tu as signés, donc Paulinho, c'est Barça. Casemiro, c'est Real. Fernandinho, c'est Manchester City. C'est quand même 3 équipes. Et Fred, c'est un joueur que j'ai conseillé. Mais tu sais que l'an dernier, on a cette rubrique, les bons plans mercato, et j'ai dit, s'il y a un joueur à prendre, lui, il fallait se jeter dessus parce qu'il a été suspendu 1 an pour dopage. Il était au fond du trou et tout, on l'avait plus vu. Il valait pas grand-chose. À l'époque, le Shakhtar avait besoin de liquidité. Je suis sûr que tu leur as lâché 10 millions. Il venait à l'OM. Et puis maintenant, il va aller à Manchester City. Et il a été très bon en Ligue des Champions, donc c'est trop tard. Mais Fred, par exemple, qui est le mec le plus prenable dans cette liste. Il y a 2 trucs pour lui, il a 25 ans et il a joué la Ligue des Champions. Merci messieurs. Merci. Voilà, on va s'arrêter là. Vous êtes triste? Un petit peu. On a toujours envie que ça continue. Ouais. Non. Tu refais pas une blague sur les préliminaires. Plus c'est long, plus c'est bon, non? Je sais pas. Faites passer tête. Mourad, merci. Manu, merci. Merci à vous de m'avoir invité. C'était mieux que la première fois ou c'était moins bien? Dis-moi que c'était mieux parce que j'étais pas là la première fois. C'était beaucoup mieux avec toi. Merci, c'est sympa. Merci beaucoup, tu reviens quand tu veux. C'est très gentil, merci. TweetOM Talk Show, oui, c'est ça? TweetOM Talk Show sur Twitch. C'est tous les lundis soirs, en ce moment le vendredi soir, donc ce soir. Voilà. Très bien. On sera en concurrence ou pas? Je sais pas. Non, on n'appelle pas ça de la concurrence, c'est la famille, c'est la Team OM. C'est la Team OM. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous lundi pour un prochain débat foot Marseille. D'ici là, restez connectés sur footballclubdemarseille.fr. Merci. Ciao, ciao. Alors messieurs, c'est la partie polémique. Attention. Mince. L'OM est en quart de finale de la Coupe d'Europe. L'OM lutte pour une place sur le podium. Et pourtant, des méchants ont osé critiquer le projet, messieurs, en début de saison. Et ces méchants-là, tout le monde se fout de leur gueule maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Depuis hier, c'est un déchaînement total. Des tweets de partout. Alors toi, tu es un petit peu sur Twitter en plus, un petit peu beaucoup même. Petit peu, oui. Et est-ce que tu as vu tous ces tweets? Ceux qui ont osé critiquer le projet, Rudy Garcia, le jeu. Vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui? Alors c'est pas, je dirais que ça date pas d'aujourd'hui parce que en fait c'est un petit peu le public marseillais qui est comme ça, c'est-à-dire qu'on peut passer de la haine à l'amour et inversement sur des joueurs, sur des projets, sur tout un tas de choses. Regardez Gignac, quand il est arrivé, boum, il s'est fait conspuer parce qu'il n'était pas très bon, tout ça. Quelques années après, c'est devenu l'idole du Vélodrome. Aujourd'hui, un Américain arrive en disant l'OM Champions Project, il a eu une com un petit peu bizarre, mais ça c'était pour attirer les gens au Vélodrome. Et du coup, les gens l'ont attendu au tournant, ils ont vu arriver personne si ce n'est Payet. Et au final, les gens étaient en droit de se poser des questions.
peut-être un peu virulent par moment, mais voilà, c'est Marseille, ça va vite, ça se retourne vite. Voilà. Mais Manu, ces critiques, elles étaient infondées à cette époque-là D'abord, c'est la règle du jeu, ça c'est le football, c'est le monde du football, c'est même pas que à l'OM. C'est comme ça, quand ça va mal, on critique, quand ça va bien, on dit je l'avais dit, j'y ai toujours cru. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, excusez-moi, c'est ma femme qui m'appelle. Je croyais que c'était moi ta femme. Je ne réponds pas. C'était la partie cachée. Je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est la règle du jeu. Le football, c'est comme ça, on critique, etc. Alors c'est facile, on peut ressortir les papiers. Moi, j'ai pas défoncé le projet après la défaite. Moi non plus. Ça peut se retrouver, je peux ressortir les papiers. On critique l'équipe après 2 défaites, dont une très lourde à Monaco, mais il fallait pas mettre en cause le projet Garcia pour autant, etc. De même qu'il ne faut pas dire que le projet, le Champion Project vient d'aboutir parce qu'ils sont en quart de finale d'Europa League. Bon. Sauf qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux avaient un don de voyance à cette époque-là. Eux, ils savaient très bien qu'on allait… quand on se prend 6-1, déroute au Vélodrome, un jeu catastrophique où très peu de gens début de saison, eux, ces gens-là, ils savaient déjà que l'OM allait finir quart de finaliste et sur le podium. C'est un peu… Sauf que c'était impossible de prévoir ça à ce moment-là de la saison. Non, mais c'est le jeu. Le plus important dans cette histoire, ça a été la com. C'est ça le grand problème. C'est ce qui m'avait embêté. Nous, par exemple, parce qu'on a été parmi les personnes qui ont critiqué le projet, même si maintenant j'ai l'impression que j'ai toujours vraiment été ultra virulent contre Garcia, alors qu'au lendemain de la déroute, par exemple avec Nico, on disait on va le virer, on va prendre qui à la place. C'est clair que j'ai eu des doutes sur Rudy Garcia, j'ai eu de très gros doutes, surtout pour les gros matchs. Et tout du long, moi je me disais, de toute manière, Rudy Garcia va nous faire atteindre l'objectif, mais on va se faire chier. Là, il me prouve le contraire en me donnant du plaisir devant certains matchs et sur les grosses affiches, c'est mieux. Après, sur le projet en règle générale, on s'est beaucoup fait critiquer, par exemple, sur une émission qu'on avait appelée l'OM Séville Project. Parce qu'au fur et à mesure que le mercato passait, on se disait, en fait, ce projet, c'est un projet à la hauteur de Séville. Et c'est pas mal, Séville. Surtout là, actuellement, c'est pas mal, l'OM Séville Project. Et on nous avait dit, mais vous êtes des anti-marseillais, vous vous rendez pas compte, etc. Et pourquoi il y a eu ces réactions-là? Parce qu'on peut pas toujours se dire, ah oui, non, mais les gens qui nous ont critiqués, ils sont méchants. Ils ont aussi des raisons. C'est aussi parce que l'OM Champions Project, à la base, tu sens que tu bombes le torse, tu vas aller chercher très haut. Donc il y a eu cette communication qui a un peu brouillé les cartes. Après, si on avait dit OM Séville Project, si on était parti sur ces bases-là, bon, voilà, moi, il y aurait eu assez peu de critiques. Donc moi, j'étais critique sur la communication. Et sur Rudy Garcia, je ne pensais pas qu'il allait m'offrir de la joie. Mais je pensais qu'il allait m'offrir des objectifs. Je pense que c'est un bon coach pour commencer un projet. Ça, je l'ai dit dès son arrivée, en octobre 2016. C'est un très bon coach pour débuter le projet. Tu te justifies trop, tu es coupable. J'ai juste un petit bémol sur ça. Moi, j'ai toujours apprécié Rudy Garcia. Aujourd'hui, j'en croise tous les jours. Alors, qui apprécient Rudy Garcia. Tu peux écouter les bandes. Au mois de septembre, il y en avait beaucoup moins déjà. Tu peux écouter les bandes de mon émission. C'est quelqu'un que j'apprécie, et ce depuis Lille. Je trouvais que c'était l'entraîneur qu'il fallait même à l'époque à l'OM. Et le problème, c'est que après il est parti à Rome. Je me suis dit après derrière ça y est, il est inatteignable pour l'OM. Quand je le vois arriver à l'OM, je suis plutôt content. J'ai été passablement énervé sur la petite période où ça n'allait pas, etc., comme tout le monde, je pense. Là, il faut être honnête. À ce moment-là, on pensait tous que ça allait peut-être mal se terminer, cette affaire quand même, non? C'est ça. Au mois de septembre, c'était pas non plus… On était dans pleine interrogation, quoi. Moi, je ne le pensais pas comme ça. Moi, tu te rappelles, parce qu'on en a discuté, moi, c'est quand il est arrivé que je n'y croyais pas. Moi, je pensais que ce n'était pas un homme de projet. Je me suis trompé, parce que en fait, il était habitué… Pour moi, c'était plus un type comme à la Roma, à faire progresser des bons joueurs. Un projet d'un niveau en dessous, je pensais que c'était pas l'homme pour ça. Mais il m'a montré, fin de saison dernière déjà, que s'il en était capable. Et donc moi, dès le début de saison, je pensais que ça marchait, ça progressait. Après ces fameuses 2 défaites de Monaco et de Rennes, il a changé de système et tout ça, donc il ne s'est pas enfermé. Et surtout, je voudrais juste rajouter un petit truc. Je ne suis pas totalement d'accord sur la critique de la communication. Il y a 2 choses. Ils ont un petit peu exagéré et ils n'ont pas bien communiqué sur le mercato. Par contre, un type qui rachète un club comme l'OM et qui dit le but final, c'est de gagner un gros truc, mais c'est obligé. Il ne va pas dire autre chose. Il ne va pas dire voilà, moi
j'arrive, on a de toutes petites ambitions, etc. etc. Il faut rajouter le gap culturel. C'est un Américain. Un Américain, il n'arrive pas en disant oui, bah alors nous, on arrive, le but c'est de commencer par faire 6e de Ligue 1. Manu, toi qui étais en poste à Rome, on ne dit pas à Rome fait comme les Américains. On dit à Rome fait comme les Romains. Donc en fait, non, pour moi, vraiment, ça reste un point sur lequel je pense qu'il y a quelque chose à critiquer. Le projet, il tient la route, il est vraiment solide, etc. On va encore... bon, bref. Mais par contre, quand, par exemple, on avait posé cette question à Jacques-Henri Hérault, il avait dit, oui, mais vous savez, c'est parce que les Américains, ils parlent d'une certaine manière, etc. Mais tu parles au public marseillais, tu le sais, tu as fait des études marketing, etc. avant d'arriver, tu connais ta cible. Tu leur parles. Ici, pas d'accord. On va s'arrêter là sur cette petite partie, ce qui est censé être une petite partie cachée, les amis. Sinon, on refera une émission. On a encore plein d'arguments. Il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet, parce que c'est intéressant. Voilà. On fera une émission spéciale, d'accord? Et on cachera plein d'émissions comme ça, si vous voulez. C'est marrant. Putain.